Après un accident qui l'a laissé paralysé, le millionnaire a été abandonné par tous. Mais il a été sauvé par l'amour de sa domestique. Pierre Moreau avait tout, 30 ans, millionnaire, propriétaire d'une entreprise technologique en pleine ascension et d'un château isolé en Normandie. Arrogant, froid, obsédé par le contrôle. Pour lui, les gens n'étaient que des pièces sur un échiquier, utiles ou jetables, jusqu'à la nuit où tout s'est effondré. Un accident brutal sur la route entre Paris et Giverny. Métal tordu, verre brisé, silence. Lorsque Pierre s'est réveillé à l'hôpital, il ne pouvait plus bouger le moindre muscle en dessous du cou. Tétraplégique, prisonnier d'un corps devenu sa propre cellule. Et alors a commencé l'horreur véritable. Voir tous ceux qui juraient et l'aimer disparaître comme des ombres à l'aube. Sa fiancée a rompu par message. Ses associés tramaient pour lui voler son entreprise. Ses amis ont disparu. Même sa famille a cessé de lui rendre visite, honteuse de sa nouvelle condition. Pierre était seul, désespérément seul, sauf elle, Élise Laurent, sa gouvernante depuis 7 ans, la femme invisible qui avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais réellement regardée. 30 ans, modeste, discrète. Chaque jour, elle prenait 2 trains depuis Rouen juste pour lui rendre visite. Lorsque l'hôpital a proposé de l'envoyer dans un établissement spécialisé, c'est Élise qui a dit non. C'est elle qui l'a ramené au château, qui est devenue ses mains, ses jambes, son lien avec le monde. Pierre la traitait avec dureté. Il testait ses limites. Il crachait des mots venimeux pour la pousser à partir. Mais elle restait, toujours. Pourquoi? Par devoir? Par pitié? Ou pour quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer? Alors que Pierre tentait de récupérer les fragments de son humanité, une lettre ancienne fut retrouvée. Des mots qu'il avait écrits pour Élise avant l'accident, mais qu'il n'avait jamais osé lui remettre. Des mots qui révélaient une vérité enfouie. Elle avait toujours été la seule personne authentique dans sa vie de mensonge. Mais maintenant, un ancien associé veut le détruire. Son entreprise est en péril. La mère d'Élise fait un AVC et a besoin d'elle. Et Pierre doit affronter la décision la plus terrifiante de sa vie. Une opération expérimentale avec seulement 30% de chances de réussite et 70% de chances d'aggraver son état, ou de le tuer. Dans un château silencieux entouré de champs de lavande, 2 cœurs brisés vont découvrir si l'amour peut éclore parmi les cendres de la tragédie, ou si certaines chutes sont trop profondes pour permettre la rédemption. Une histoire de perte, de renaissance et de l'amour que l'on trouve quand on cesse enfin de le chercher. La pluie martelait le pare-brise avec une violence presque hypnotique. Pierre Moreau conduisait sa Mercedes noire sur l'autoroute A13 entre Paris et la Normandie, les mains crispées sur le volant. Il était 23 heures passées et la route déserte luisait sous les phares comme une peau de serpent mouillée. Dans sa poche intérieure, son téléphone vibrait sans relâche. Camille, probablement sa fiancée qui détestait qu'il rentre si tard, ou peut-être Thomas, son associé, qui voulait encore discuter des nouveaux contrats avec les Allemands. Pierre n'avait pas décroché. Il voulait juste rentrer au château, boire un verre de cognac dans son bureau et oublier cette journée interminable de réunions, de sourires forcés et de poignées de main calculées. À 30 ans, il dirigeait l'une des entreprises technologiques les plus prometteuses de France, spécialisée dans les logiciels de sécurité informatique. Tout le monde le respectait. Tout le monde le craignait aussi, un peu. C'était exactement comme il l'avait voulu. Le camion surgit de nulle part. Un poids lourd qui avait dérapé dans un virage, bloquant les 2 voies. Pierre eut à peine le temps de voir les feux de détresse rouge avant de pilier les freins. Le hurlement des pneus se mêla au crissement du métal. L'impact fut brutal, définitif. Le monde explosa en verre brisé et en ténèbres. Quand Pierre rouvrit les yeux, il contemplait un plafond blanc immaculé, des néons fluorescents, une odeur de désinfectant. Il essaya de bouger sa main droite. Rien. Son bras gauche, rien. Ses jambes, ses pieds, ses doigts, rien. La panique monta en lui comme une marée noire, mais même son cri resta prisonnier de sa gorge paralysée. Seuls ses yeux pouvaient bouger, scrutant frénétiquement la chambre d'hôpital. Une infirmière apparut dans son champ de vision, suivie d'un médecin aux cheveux grisonnants. « Monsieur Moreau, vous êtes au CHU de Rouen. Vous avez eu un accident grave. N'essayez pas de bouger. » La voix du docteur Arnaud était douce mais implacable, comme celle d'un juge prononçant une sentence. L'impact a causé une lésion complète de la moelle épinière
au niveau de la 4e vertèbre cervicale. Vous souffrez de tétraplégie. Pour l'instant, vous n'avez aucune mobilité en dessous du cou. Nous faisons tout notre possible, mais il faut être réaliste quant aux perspectives de récupération. Tétraplégie. Le mot résonnait dans son crâne comme une condamnation à mort. Pierre ferma les yeux, refusant d'accepter ce diagnostic, cette nouvelle réalité qui venait de s'abattre sur lui comme une guillotine. Lui qui avait toujours tout contrôlé, qui avait bâti son empire pierre par pierre, se retrouvait prisonnier de son propre corps. Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard de douleur et de déni. Les visites commencèrent, Camille d'abord, magnifique dans son tailleur Chanel, mais les yeux fuyants. Elle tenait sa main inerte, parlait de rééducation, d'espoir, mais ses mots sonnaient creux. Au 3e jour, elle ne vint plus. À la place, elle envoya un message que l'infirmière dut lire à haute voix. « Pierre, je ne peux pas, je suis désolé. Tu mérites quelqu'un de plus fort que moi. » Thomas apparut le lendemain, costume 3 pièces impeccable, iPad sous le bras. Il parlait des affaires courantes, des décisions urgentes à prendre, mais Pierre voyait bien le calcul dans ses yeux. Son associé évaluait déjà comment restructurer l'entreprise, comment prendre le contrôle. Les autres membres du conseil d'administration vinrent par obligation, restèrent 10 minutes, promirent leur soutien et disparurent comme des fantômes. Sa mère fit une brève apparition depuis Lyon, pleura beaucoup, dit qu'elle priait pour lui, puis repartit en invoquant des obligations qu'elle ne précisa pas. Son frère Julien, banquier à Londres, téléphona une fois pour dire qu'il viendrait dès que possible, mais cette visite ne se matérialisa jamais. Les amis, ceux avec qui il skiait à Courchevel, dînait aux Fouquet's, fêtait ses succès en terrasse, s'évaporèrent un à un. Quelques textos compatissants, puis le silence. Pierre comprit alors une vérité qu'il avait toujours refusée. Il n'avait pas d'amis. Il avait des relations, des contacts, des connaissances utiles, mais personne qui l'aimait vraiment. Personne, sauf Élise. Élise Laurent arrivait chaque jour à 14 heures précises, après avoir pris le train de 12h47 depuis Rouen. Pierre la voyait entrer dans sa chambre, toujours vêtue simplement. Un jean, un pull, des cheveux châtains tirés en queue de cheval, pas de maquillage superflu, pas de bijoux coûteux. Elle apportait avec elle une odeur de lavande et de quelque chose de rassurant, comme du pain frais. « Bonjour, monsieur Moreau », disait-elle invariablement, même quand il refusait de la regarder. Élise travaillait pour lui depuis 7 ans. Elle avait commencé comme femme de ménage au château, puis était devenue gouvernante, gérant l'entretien de cette grande demeure normande que Pierre habitait seul. Il ne savait presque rien d'elle. Elle était efficace, discrète, invisible. Exactement comme il aimait que les gens soient autour de lui. Mais maintenant, dans cette chambre d'hôpital où chaque minute durait une éternité, sa présence devenait le seul point d'ancrage de Pierre. Elle lui parlait du château, des rosiers qui avaient besoin d'être taillés, de la fuite dans la salle de bain du 2e étage qu'elle avait fait réparer. Elle lui lisait les journaux, Le Monde, Les Échos, même les pages sportives qu'il n'avait jamais consultées. Elle décrivait le temps qu'il faisait dehors, les couleurs de l'automne qui transformaient la campagne normande en tableau impressionniste. Pierre ne répondait jamais. Parfois, il fermait les yeux pour qu'elle comprenne qu'il voulait être seul, mais elle ne partait jamais avant d'avoir ajusté ses oreillers, vérifié qu'il était confortable, laissé un petit bouquet de fleurs sauvages sur la table de nuit. Un jour, le docteur Arnaud convoqua Élise pour une discussion. Pierre ne put entendre ce qu'ils se disaient dans le couloir, mais il vit leur silhouette à travers la porte vitrée. Le médecin gesticule. Élise hochait la tête gravement. Quand elle revint, son visage était fermé, déterminé. « Monsieur Moreau, dit-elle en s'asseyant près de son lit, le docteur pense que vous devriez être transféré dans une maison de repos spécialisée. Il dit que vous aurez besoin de soins constants, 24 heures sur 24. » Pierre sentit la panique le submerger. Une maison de repos, un mouroir pour gens brisés. Il essaya de parler, mais seul un gémissement étranglé sortit de sa gorge. « Je lui ai dit que ce ne serait pas nécessaire, » continua Élise calmement. « Je vais vous ramener au château. Je m'occuperai de vous. » Cette fois, Pierre parvint à émettre un son, un « non », rauque, désespéré. Il ne voulait pas de sa pitié. Il ne voulait pas qu'elle le voie dans cet état pathétique, dépendant d'elle pour tout. « Ce n'est pas une question, » répondit-elle avec une douceur qui admettait aucune contradiction. « Vous rentrez à la maison. C'est décidé. » 6 semaines après l'accident, une ambulance déposa Pierre devant le château de Beaumont,
nom pompeux pour cette demeure du 19e siècle qu'il avait achetée 5 ans auparavant comme symbole de sa réussite. L'endroit était situé près de Giverny, entouré de champs et de forêts, suffisamment isolé pour qu'il puisse travailler sans être dérangé. Maintenant, cet isolement ressemblait à une prison. Les ambulanciers le transportèrent jusqu'à sa chambre du rez-de-chaussée. Élise avait fait déménager tous ses effets personnels depuis la suite du premier étage. Le lit médicalisé attendait, ainsi qu'un fauteuil roulant électrique, des équipements qu'elle avait commandés et installés pendant son absence. Quand ils furent enfin seuls, Élise ferma la porte et s'assit sur la chaise près de la fenêtre. « Je sais que vous détestez ça, dit-elle simplement. Je sais que vous préféreriez mourir plutôt que de dépendre de quelqu'un. Mais vous n'allez pas mourir, monsieur Moreau. Vous allez vivre. Et moi, je vais vous aider. » Pierre détourna les yeux vers la fenêtre. À travers les vitres, il apercevait le jardin qu'il n'avait jamais vraiment regardé. Les allées de gravier, les parterres de fleurs, le vieux chêne centenaire. Tout semblait irréel, comme un décor de théâtre. Les premiers jours furent un enfer. Élise le levait, le lavait, l'habillait. Elle le nourrissait à la cuillère comme un enfant. Elle gérait ses besoins les plus intimes, avec une efficacité clinique qui le mortifiait. Pierre voulait hurler, la repousser, disparaître. Mais son corps ne répondait plus à sa volonté. Il devint cruel. Quand elle approchait la cuillère de sa bouche, il détournait la tête. Quand elle lui parlait, il gardait un silence de pierre. Quand elle lui demandait s'il avait mal quelque part, il répondait par des remarques acerbes qui la visaient personnellement. « Vous devez vous sentir tellement utile maintenant », cracha-t-il un matin alors qu'elle changeait ses draps. Enfin une vraie raison d'exister, s'occuper de l'infirme. Élise s'arrêta un instant, les mains sur le tissu blanc, puis elle continua sa tâche sans un mot. « Vous ne répondez même pas », insista-t-il, cherchant à provoquer une réaction. « C'est ça votre stratégie, la sainte martyre qui supporte tout en silence. Vous avez le droit d'être en colère, dit-elle enfin, sa voix égale. Vous avez le droit de me détester si ça vous aide. Mais je ne pars pas. » Cette réponse le désarma plus que n'importe quelle confrontation. Pierre se tut, fixant le plafond, sentant les larmes brûler ses yeux, des larmes qu'il refusait de laisser couler. Les semaines s'écoulèrent dans une routine qui devenait peu à peu supportable. Élise avait transformé le salon adjacent à la chambre de Pierre en espace de vie. Elle y avait installé une bibliothèque, un poste de télévision, même un chevalet avec des toiles vierges qu'elle avait trouvées dans le grenier. « Vous pourriez peut-être essayer de peindre », suggéra-t-elle un jour, « avec un pinceau adapté que vous pourriez tenir dans la bouche. J'ai lu que certaines personnes... » « Non, coupa Pierre sèchement. Mais l'idée s'était plantée dans son esprit malgré lui. Un matin, alors qu'Élise rangeait l'ancien bureau de Pierre à l'étage, elle y montait pendant qu'il faisait sa sieste, elle découvrit quelque chose dans le tiroir du bas, coincé sous de vieux contrats. Une enveloppe non cachetée, avec son nom écrit dessus d'une écriture masculine maladroite. Élise hésita longuement avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre datée de 3 mois avant l'accident. « Élise, je ne sais pas pourquoi j'écris ceci. Peut-être parce que j'ai bu trop de whisky ce soir. Peut-être parce que je reviens d'un dîner insupportable avec des gens que je méprise, mais que je dois courtiser pour les affaires. Vous êtes la seule personne sincère dans ma vie. Vous ne voulez rien de moi, ni mon argent, ni mon influence, ni mon nom. Vous faites simplement votre travail avec une dignité qui me fait honte de ma propre existence. Je me demande parfois si vous me jugez, si vous me trouvez pathétique, seul dans ce grand château, entouré de luxe mais vide de l'intérieur. Vous devez penser que j'ai tout, alors que je n'ai rien qui compte vraiment. Je voulais que vous sachiez que votre présence ici n'est pas juste un service que je paie. C'est quelque chose de plus important, même si je ne saurais pas comment le nommer. Merci d'exister. P. Élise relut la lettre 3 fois, les mains tremblantes. Pierre ne la lui avait jamais donnée. Avait-il eu peur? Honte? Ou simplement oublié cette impulsion nocturne? Elle descendit immédiatement, la lettre serrée contre sa poitrine. Pierre était réveillé, fixant comme toujours la fenêtre. « J'ai trouvé ça dans votre bureau », dit-elle sans préambule, en lui montrant l'enveloppe. Le visage de Pierre se vida de ses couleurs. « Vous n'aviez pas le droit de fouiller dans mes affaires. Elle était dans un tiroir ouvert, avec mon nom dessus. » Silence. Pierre refusait de la regarder. « Vous pensiez vraiment tout ça ?» demanda Élise doucement. « Ou c'était juste l'alcool qui parlait? Qu'est-ce que ça change maintenant?
répondit-il amèrement. Regardez-moi, je suis devenu exactement ce que je craignais, un fardeau, une charge pour les autres. Élise s'assit près de son fauteuil, la lettre toujours dans ses mains. Vous n'êtes pas un fardeau, dit-elle fermement. Car si vous pensiez vraiment ce que vous avez écrit, alors vous devriez me faire assez confiance pour me laisser décider par moi-même si je veux être ici ou non. Pour la première fois depuis des semaines, Pierre tourna son visage vers elle. Leurs regards se croisèrent, le sien désespéré et vulnérable, le sien déterminé et doux. « Pourquoi » murmura-t-il. « Pourquoi vous faites ça ? Personne ne vous oblige à rester. »« Parce que vous êtes moins seul que vous ne le pensez », répondit-elle simplement. Quelque chose se fissura dans la carapace de Pierre ce jour-là. Pas une transformation soudaine, mais une première lézarde dans le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Les séances de kinésithérapie commencèrent 3 semaines après son retour au château. Madame Rousseau, une thérapeute robuste d'une 50aine d'années, venait 3 fois par semaine pour manipuler ses membres inertes, espérant maintenir un minimum de tonus musculaire. « Il faut continuer à stimuler votre corps, même si vous ne sentez rien », expliquait-elle en pliant mécaniquement son bras. « On ne sait jamais ce qui peut se réveiller. » Pierre détestait ces séances. Il détestait être manipulé comme une poupée de chiffon, sentir ses muscles fondre semaine après semaine, voir son corps devenir l'ombre de ce qu'il avait été. Avant l'accident, il courait 10 kilomètres chaque matin, soulevait des poids, entretenait une silhouette dont il était secrètement fier. Maintenant, il n'était plus qu'un pantin brisé. Élise assistait toujours aux séances, observant attentivement les gestes de Madame Rousseau pour pouvoir les reproduire entre les visites. Elle avait acheté des livres sur la tétraplégie, regardé des vidéos en ligne, transformé une partie de sa chambre en mini-salle de rééducation. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », marmonna Pierre un jour alors qu'elle massait doucement ses mollets. « C'est le travail de la kiné. »« Madame Rousseau ne vient que 3 fois par semaine, » répondit Élise. « Votre corps a besoin de stimulation quotidienne. Mon corps est mort. Votre corps est blessé. Ce n'est pas pareil. » Pierre laissa échapper un rire amer. « Vous êtes d'un optimisme agaçant. Et vous êtes d'un pessimisme épuisant, » rétorqua-t-elle avec un demi-sourire. C'était la première fois qu'elle lui répondait avec une pointe d'humour. Pierre se surprit à apprécier cette légère impertinence. Les repas devinrent progressivement des moments moins tendus. Élise cuisinait des plats normands traditionnels, du poulet vallée d'Auge, des tripes à la mode de Caen, des tartes aux pommes parfumées au calvados. Elle mangeait avec lui, installée à la petite table près de la fenêtre, racontant des anecdotes de sa vie qu'elle n'avait jamais partagées auparavant. Elle était née à Rouen, fille unique d'une veuve qui travaillait comme couturière. Son père était mort quand elle avait 8 ans, accident de chantier. Sa mère s'était épuisée à la tâche pour qu'elle puisse étudier. Élise avait été acceptée à l'université, en histoire de l'art, mais avait dû abandonner après la première année quand sa mère était tombée malade. « C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler comme femme de ménage », expliqua-t-elle en coupant un morceau de tarte pour Pierre. « J'avais 23 ans. J'ai fait plusieurs maisons à Rouen, puis j'ai vu votre annonce pour le château. C'était mieux payé et plus calme. »« Vous regrettez ?» demanda Pierre. « D'avoir abandonné vos études ?» Élise réfléchit longuement avant de répondre. « Parfois, mais on ne peut pas regretter les choix qu'on a faits par nécessité. On fait ce qu'on doit faire. » Pierre comprit qu'elle lui parlait aussi de maintenant, de sa décision de s'occuper de lui. Elle faisait ce qu'elle devait faire, mais était-ce vraiment par nécessité ou par quelque chose d'autre? Un après-midi de novembre, une Audi noire se gara devant le château. Pierre, installé dans son fauteuil près de la fenêtre du salon, reconnut immédiatement la voiture. Thomas Belmont, son associé de toujours, l'homme avec qui il avait créé l'entreprise 8 ans auparavant. Élise ouvrit la porte, surprise par cette visite non annoncée. « Bonjour, je suis Thomas Belmont. Je viens voir Pierre. » Sa voix était chaleureuse, son sourire commercial parfait. Il portait un costume Armani gris anthracite, une mallette en cuir à la main. Élise le conduisit jusqu'au salon, puis se retira discrètement dans la cuisine. « Pierre !» s'exclama Thomas avec un enthousiasme qui sonnait faux. « Mon Dieu, ça fait trop longtemps. Comment vas-tu » Question absurde. Pierre ne répondit pas, se contentant de le fixer de ses yeux froids. Thomas s'installa dans le fauteuil en face de lui, croisant les jambes avec désinvolture. « Écoute, je sais que ce n'est pas facile pour toi en ce moment. Crois-moi, tout le monde à l'entreprise pense à toi, mais... » Il marqua une pause calculée. « Il faut qu'on parle business. »« Je t'écoute, »
articula Pierre difficilement. La situation devient compliquée. Les investisseurs commencent à s'inquiéter. Ils veulent de la stabilité, de la clarté sur la direction de l'entreprise. Tu comprends, avec toi. Dans ton état actuel, c'est difficile de... De quoi? Coupa Pierre, sa voix plus forte que prévu. Thomas eut la décence de paraître mal à l'aise pendant une fraction de seconde. De prendre des décisions stratégiques, de représenter l'entreprise. Tu possèdes 40% des parts, Pierre. C'est énorme. Et franchement, ce n'est pas sain pour la structure que ces parts soient bloquées. Tu veux racheter ma part. Ce n'était pas une question. Je veux t'aider, corrigea Thomas avec un sourire onctueux, te libérer de ce fardeau. Tu as besoin de te concentrer sur ta santé, pas sur les tracas de la gestion quotidienne. Je suis prêt à t'offrir un prix très généreux, bien au-dessus de la valeur marchande actuelle. Tu pourrais prendre ta retraite tranquillement, profiter d'eux. Il jeta un regard circulaire au salon. De tout ça, Pierre sentit la rage monter en lui, mais son corps restait inerte. Il ne pouvait même pas serrer les poings, montrer physiquement sa colère. Et si je refuse? Le sourire de Thomas se durcit imperceptiblement. Alors les choses deviennent compliquées. Le conseil d'administration pourrait voter une motion pour te déclarer inapte à exercer tes fonctions. Ce serait déplaisant, long, public. Je ne voudrais pas que ça arrive, vraiment. C'était une menace à peine voilée. Pierre le savait. Thomas avait déjà commencé à manœuvrer dans son dos, à rallier les autres membres du conseil, à préparer son éviction. La porte de la cuisine s'ouvrit. Élise entra portant un plateau avec du thé et des biscuits. Elle le déposa sur la table basse, mais ne repartit pas immédiatement. « Monsieur Moreau a besoin de repos maintenant », dit-elle calmement en regardant Thomas. Sa santé passe avant toute discussion d'affaires. Thomas la regarda comme si elle était une mouche importune. « Excusez-moi, mais je parle avec Pierre de questions importantes. »« Et je m'occupe de Pierre 24 heures sur 24, » répondit Élise sans se démonter. « Je sais quand il est fatigué. La conversation est terminée. » Il y eut un silence tendu. Thomas sembla sur le point de protester, mais quelque chose dans le regard déterminé d'Élise le fit hésiter. Il se leva, lissant son costume. « Très bien. Pierre, réfléchis à ma proposition. Je te rappelle dans quelques jours. » Élise le raccompagna jusqu'à la porte sans un mot de plus. Quand elle revint, Pierre était immobile, le regard perdu vers la fenêtre. Mais elle vit une larme unique couler sur sa joue. « Il veut me voler ma vie, » murmura-t-il. « Ce qui me reste de ma vie. » Élise s'agenouilla près de son fauteuil, essuyant doucement la larme avec son pouce. « Alors on ne le laissera pas faire. »« On » répéta Pierre avec un rire sans joie. « Élise, je ne peux même pas signer un document. Je ne peux rien faire. Vous pouvez penser. Vous pouvez décider. Vous pouvez vous battre. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Et moi, je peux être vos mains, vos jambes, votre voix si nécessaire. » Pierre la fixa longuement, incapable de comprendre cette loyauté, ce dévouement qu'il n'avait jamais mérité. « Pourquoi ?» demanda-t-il encore une fois, cette question qui le hantait. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Élise se releva, arrangeant sa jupe d'un geste machinal. « Parce que vous n'êtes pas aussi seul que Thomas voudrait vous le faire croire. » Cette nuit-là, Pierre ne dormit presque pas. Il pensait à Thomas, à l'entreprise qu'il avait bâtie, à tout ce qu'il risquait de perdre. Mais il pensait aussi à Élise, à cette femme qui était devenue bien plus qu'une employée, bien plus qu'une infirmière. Elle était devenue le seul lien qui le rattachait encore au monde des vivants. Les jours suivants, Pierre accepta pour la première fois de vraiment collaborer aux séances de kinésithérapie. Il n'avait aucun espoir de remarcher, mais Madame Rousseau insistait, maintenir la circulation sanguine, éviter les escarres, préserver un minimum de masse musculaire. C'était une bataille perdue d'avance, mais au moins c'était une bataille. Élise avait commencé à lire à haute voix pendant ses exercices, des romans français classiques, Flaubert, Maupassant, Zola. Sa voix avait une qualité apaisante, presque musicale. Pierre se surprenait à attendre ces moments, ces parenthèses, où il pouvait oublier son corps et se perdre dans des histoires d'autres vies. Un soir, alors qu'elle terminait un chapitre de Madame Bovary, Pierre l'interrompit. « Tu aimes lire ?» Ce n'était pas une question. « Oui », répondit Élise en refermant le livre. « C'était mon refuge quand j'étais jeune. La bibliothèque municipale de Rouen était mon deuxième chez moi. Ça aurait dû devenir professeur, ou bibliothécaire, pas femme de ménage. » Il y avait du regret dans sa voix, comme s'il se sentait personnellement responsable du gâchis de ses talents. On ne choisit pas toujours sa vie,
dit Élise simplement. Parfois la vie choisit pour nous, comme moi maintenant. Oui, comme vous maintenant. Pierre apprécia cette honnêteté brutale. Pas de platitude, pas de faux espoirs, juste la vérité nue. Tu sais ce qui est le plus dur ? Demanda-t-il après un long silence. Ce n'est pas de ne pas pouvoir marcher ou bouger mes mains, c'est de ne plus pouvoir me toucher le visage, me gratter le nez quand il me démange, sentir mes propres cheveux, les choses stupides qu'on fait 100 fois par jour sans y penser. Élise posa le livre et se leva. Sans dire un mot, elle s'approcha de lui et passa doucement ses doigts dans ses cheveux, massant légèrement son cuir chevelu. Pierre ferma les yeux, submergé par cette sensation simple qu'il croyait perdue à jamais. « C'est mieux ?» murmura-t-elle. « Oui. » Elle continua quelques minutes, ce geste infiniment doux et infiniment triste. Quand elle s'arrêta, Pierre rouvrit les yeux et vit qu'elle pleurait silencieusement. « Ne pleure pas, dit-il maladroitement. Je ne mérite pas tes larmes. Ce n'est pas à vous de décider ce que vous méritez ou pas. » Cette nuit-là marqua un tournant imperceptible. Quelque chose avait changé entre eux, une intimité nouvelle, fragile, qui n'avait rien à voir avec les soins médicaux ou les obligations professionnelles. 3 semaines plus tard, Élise dut s'absenter pour la première fois. Sa mère, qui vivait toujours à Rouen, avait fait un malaise. Rien de grave apparemment, mais elle voulait aller la voir, s'assurer que tout allait bien. « Je reviendrai ce soir », promit-elle en préparant le déjeuner de Pierre. « Madame Rousseau passera cet après-midi pour votre séance. Vous ne serez pas seul. » Pierre hocha la tête, mais la panique montait déjà en lui. Ridicule, pathétique, mais il ne supportait plus l'idée de ses absences. Élise partit après le repas. La maison devint immédiatement trop silencieuse, trop vide. Madame Rousseau arriva à 15 heures, fit sa séance habituelle, puis repartit. Pierre se retrouva seul face à la fenêtre, regardant le crépuscule envahir le jardin. 18 heures, 19 heures, 20 heures. Pas d'Élise. À 21 heures, Pierre était dans un état proche de la panique. Et si elle ne revenait pas? Et si elle avait décidé que c'était trop? Qu'elle méritait mieux que de gaspiller sa vie à s'occuper d'un infirme? 22h15, il entendit enfin la clé dans la serrure. Élise entra, trempée par la pluie, épuisée mais souriante. « Désolé, j'ai raté mon train. Il a fallu que j'attende le suivant. » Pierre ne put parler. Le soulagement était si intense qu'il en avait mal à la poitrine. « Votre mère » parvint-il finalement à articuler. « Elle va bien. Juste un petit coup de fatigue. Mais... » Élise hésita. « Elle va avoir besoin de moi plus souvent maintenant. » Elle vieillit. La peur revint instantanément. « Tu vas partir ?»« Non, » répondit Élise fermement. « Je vais organiser quelqu'un pour l'aider à Rouen. Mais je reste ici. » « Pourquoi ?» Cette question obsédante, encore et toujours. Élise s'approcha, posa sa main mouillée par la pluie sur celle de Pierre, inerte sur la coudoir. « Parce que ma place est ici maintenant. » Le lendemain matin, pendant qu'Élise prenait sa douche, Pierre remarqua un petit carnet tombé de son sac. Un journal intime relié de cuir brun. Il savait qu'il ne devrait pas, que c'était une violation de sa vie privée. Mais la tentation était trop forte. « Élise, » appela-t-il, « ton journal est tombé. Tu peux le ramasser ?» Quand elle sortit de la salle de bain, cheveux encore humides, elle vit immédiatement le carnet par terre. Son visage se ferma. « Vous l'avez lu ?»« Je ne peux pas tourner les pages tout seul, » répondit Pierre avec une pointe d'amertume. Élise ramassa le journal, le tenant contre sa poitrine. « C'est privé. Je sais. Excuse-moi. » Mais la curiosité le dévorait. Plus tard dans la journée, alors qu'Élise était occupée à préparer le dîner, Pierre osa demander « Dans ton journal, est-ce que tu écris sur moi ?» Long silence. Puis Élise posa son couteau et se retourna. « Oui. Qu'est-ce que tu écris ? Que j'ai pensé à partir avant votre accident. » Pierre sentit son cœur manquer un battement. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je me sentais invisible. Vous ne me voyiez jamais vraiment. J'étais juste la femme qui nettoyait, qui cuisinait, qui maintenait votre vie en ordre pendant que vous viviez la vôtre. » Elle s'approcha, s'asseyant face à lui. « Mais après l'accident, quelque chose a changé. »« Quoi ? Vous êtes devenu réel, humain, vulnérable. Et j'ai réalisé que peut-être que je n'étais pas invisible pour vous, que vous aviez juste peur de me voir. » Pierre ne savait pas quoi répondre. Elle avait raison sur tout. « Lis-moi une page » demanda-t-il doucement. « N'importe laquelle. » Élise hésita longuement, puis ouvrit le journal à une page au hasard et commença à lire
15 septembre. Pierre est de plus en plus coopératif avec la kinésithérapie. Je vois ses efforts, même s'il prétend que c'est inutile. Il a commencé à me poser des questions sur ma vie, ma famille. C'est étrange comme quelqu'un peut devenir si présent dans votre existence qu'il commence à en remplir tous les espaces. Je pense à lui quand je prends le train le matin. Je pense à lui quand je m'endors le soir. Ce n'est plus du travail. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est plus du travail. Et ça me fait peur. Quand elle leva les yeux, Pierre pleurait ouvertement. Pour la première fois depuis l'accident, il ne tentait pas de cacher ses larmes. « Élise, ne dites rien maintenant, » l'interrompit-elle gentiment. « Vous n'avez pas à dire quelque chose juste parce que j'ai dit quelque chose. » Mais Pierre savait qu'il devait parler, qu'il devait enfin dire la vérité qui lui brûlait la poitrine depuis des semaines. « Je ne veux pas que tu sois là par obligation ou par pitié. Mais je ne veux pas que tu partes. Jamais. Et je sais que c'est égoïste, que c'est injuste pour toi, mais ce n'est pas égoïste de vouloir que quelqu'un reste, dit Élise doucement. Et ce n'est pas de la pitié qui me fait rester. Alors qu'est-ce que c'est? Elle sourit, un sourire triste et lumineux à la fois. Je crois que vous le savez déjà. L'hiver s'installa sur la Normandie avec sa brutalité habituelle. Les arbres se dépouillèrent de leurs dernières feuilles. Le vent sifflait autour du château comme un fantôme plaintif, et les champs se couvrirent d'un givre argenté qui scintillait sous le soleil pâle. À l'intérieur, Pierre et Élise avaient créé leur propre univers, une bulle fragile de routine et de complicité qui les protégeait du monde extérieur. Mais cette bulle était sur le point d'éclater. Un matin de décembre, le téléphone sonna. Élise décrocha et Pierre vit immédiatement son visage se décomposer. « Oui, d'accord, j'arrive dès que possible. » Elle raccrocha, les mains tremblantes. « C'est l'hôpital de Rouen. Ma mère a fait un AVC. Elle est en soins intensifs. » Pierre sentit son monde basculer. « Va, tout de suite. Mais vous, j'appellerai Madame Rousseau ou l'agence de soins. Va voir ta mère. » Élise le regarda longuement, déchirée entre deux impossibilités. Puis elle hocha la tête, rassembla rapidement quelques affaires et partit en courant sous la pluie glacée. Le silence qui suivit son départ fut assourdissant. Pierre passa les heures suivantes dans un état de panique croissante. Madame Rousseau ne pouvait pas venir avant le lendemain. Elle avait d'autres patients. L'agence de soins à domicile ne répondait pas, probablement débordée en cette période de grippe hivernale. Il était seul, complètement seul. La vessie commença à le faire souffrir. Il avait besoin d'être changé, repositionné. La douleur dans son dos s'intensifiait, une escarre qui commençait à se former. Mais surtout, la peur que ce soit ça, sa nouvelle vie. Des moments d'abandon sporadiques, des heures d'attente terrifiées, la dépendance absolue au bon vouloir des autres. La peur qu'Élise ne revienne jamais. Cette pensée était insupportable. Pas seulement parce qu'il avait besoin d'elle pour survivre physiquement, mais parce qu'il avait besoin d'elle pour vivre. Elle était devenue l'oxygène qui maintenait son cœur battant, la raison pour laquelle il se battait chaque jour contre la tentation du renoncement. Quand elle revint enfin à 23 heures passées, trempée jusqu'aux os et le visage ravagé par les larmes, Pierre ressentit un soulagement si intense qu'il en eut le vertige. « Comment va-t-elle » demanda-t-il immédiatement. « Elle est stable, mais... » La voix d'Élise se brisa. Elle ne peut plus parler. Le côté droit de son corps est paralysé. Les médecins disent qu'elle aura besoin de rééducation intensive. Peut-être qu'elle récupérera partiellement, peut-être pas. Élise s'effondra sur la chaise près de son fauteuil, la tête dans les mains. Pour la première fois, Pierre la vit véritablement craquer. Pas les petites larmes silencieuses qu'elle versait parfois, mais des sanglots profonds, déchirants, qui secouaient tout son corps. « Elle n'a que moi », murmura-t-elle entre deux hoquets. « Elle n'a personne d'autre. Et je suis coincé ici à des heures de route, incapable d'être là pour elle quand elle a besoin de moi. » Le mot « coincé » frappa Pierre comme une gifle. C'était donc ça. Il était sa prison. Sa mère était en train de mourir lentement, et Élise se sentait piégée par un sens du devoir envers un homme qui n'était même pas de sa famille. « Va », dit-il d'une voix étranglée. « Va t'occuper de ta mère. Je me débrouillerai. » Élise leva les yeux vers lui, le visage ravagé. « Comment ? Vous ne pouvez pas vous débrouiller seul. Vous le savez. Alors je trouverai quelqu'un. Une infirmière à plein temps. Ce n'est pas... » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Ce n'est pas si simple. »« Tiens, pourquoi ? Parce que tu as peur que je meure si tu n'es pas là. » La colère montait en Pierre, mélange toxique de peur et de culpabilité.
Tu as déjà sacrifié assez de ta vie pour moi. Ta mère est en train de mourir. Va. Ce n'est pas un sacrifice, répondit Élise avec une véhémence qui le surprit. Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas un sacrifice d'être ici, c'est... Elle ne finit pas sa phrase. Le silence retomba, lourd de choses non dites. Qu'est-ce que c'est alors? Demanda Pierre doucement. Élise le regarda longuement, et dans ses yeux mouillés de larmes, il vit quelque chose qui ressemblait à de l'amour, du vrai amour, pas de la pitié ou du devoir. C'est un choix, dit-elle finalement. Un choix que je fais chaque jour. Mais ma mère aussi a besoin de moi, et je ne sais pas comment être en deux endroits à la fois. Pierre comprit alors l'ampleur du dilemme qui déchirait Élise. Elle n'était pas coincée. Elle était écartelée entre deux êtres qu'elle aimait, forcée de choisir qui sauver en premier. « On va trouver une solution », dit-il avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. « Demain, on contactera des agences. On trouvera quelqu'un pour m'aider pendant que tu es auprès de ta mère. Tu feras des allers-retours. Ce n'est pas idéal, mais c'est la réalité, » termina Élise amèrement. Cette nuit-là, elle resta exceptionnellement dans la chambre avec lui, installée dans le fauteuil, refusant d'aller dormir. Pierre la regardait dans la pénombre, cette femme épuisée qui se battait sur tous les fronts, et il sentit quelque chose de nouveau naître en lui. Ce n'était plus de la reconnaissance, ce n'était plus de la dépendance, c'était de l'amour, véritable, profond, terrifiant. Les jours suivants furent chaotiques. Élise engagea une aide-soignante, Corinne, une femme d'une quarantaine d'années efficace mais froide. Elle faisait son travail correctement. Alimenter Pierre, le changer, suivre les prescriptions médicales, mais c'était purement mécanique. Pas de conversation, pas de douceur, juste les gestes nécessaires accomplis avec une professionnalité détachée. Pierre la détestait, non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle n'était pas. Elle n'était pas Élise. Élise passait maintenant la moitié de son temps à Rouen, au chevet de sa mère. L'état de Madame Laurent s'était stabilisé, mais la rééducation était longue et ardue. Elle avait récupéré un peu de mobilité dans son bras droit, mais sa parole restait confuse, difficile à comprendre. Quand Élise revenait au château, elle était épuisée, les traits tirés, les yeux cernés. Elle s'occupait quand même de Pierre, reprenant le relais de Corinne avec un soulagement visible pour tous les deux. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » lui dit Pierre un soir. « Tu vas t'effondrer. »« Je sais. » Élise était assise par terre, dos contre le mur, trop fatiguée même pour s'installer dans un fauteuil. « Mais je ne vois pas d'autre option. »« Il y en a une. » Elle leva les yeux vers lui, interrogative. « Ta mère pourrait venir ici. » Élise le fixa, incrédule. « Quoi? Il y a 6 chambres vides dans ce château. On peut en aménager une au rez-de-chaussée pour elle. Faire venir un kinésithérapeute. Elle serait près de toi. Tu pourrais t'occuper de nous deux sans devoir faire des allers-retours épuisants. Pierre, c'est trop. Vous ne pouvez pas. Je peux. » Sa voix était ferme. « J'ai de l'argent. J'ai de l'espace. Et surtout, j'ai besoin que tu arrêtes de te tuer à la tâche. » Élise se mit à pleurer doucement. Des larmes de soulagement cette fois. Pas de désespoir. « Pourquoi vous faites ça ?» Pierre aurait voulu pouvoir la toucher, essuyer ses larmes, la prendre dans ses bras. Mais il ne pouvait que la regarder, impuissant et vulnérable. « Parce que tu as transformé ma prison en maison. Et je veux que ce soit ta maison aussi. » 2 semaines plus tard, Madame Laurent fut transférée au château. Une ambulance la déposa délicatement, et Élise avait préparé la chambre du rez-de-chaussée avec un soin minutieux. Des fleurs fraîches, des photos de famille, tout ce qui pouvait rendre l'espace accueillant. La vieille femme avait 62 ans, mais en paraissait 10 de plus, affaiblie par l'AVC et les années de travail acharné. Quand on l'installa dans son lit, elle regarda Pierre dans son fauteuil avec des yeux clairs et intelligents. « Mère, si, » articula-t-elle difficilement. « Qu'il n'y ait pas de quoi, Madame Laurent, » répondit Pierre. « Votre fille a sauvé ma vie. C'est le minimum que je puisse faire. » Pendant ce temps, à Paris, Thomas Belmont n'était pas resté inactif. Il avait convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration, arguant de l'incapacité de Pierre à exercer ses fonctions de cofondateur et actionnaire principal. Pierre reçut la convocation par courrier recommandé. Élise la lui lut, et il sentit la colère froide l'envahir. « Ils veulent me déclarer juridiquement inapte, me forcer à vendre mes parts. Peuvent-ils faire ça ? » Avec un vote majoritaire du conseil et un certificat médical, oui. Pierre ferma les yeux, calculant. Thomas a probablement déjà rallié les autres membres.
Ils ne me doivent rien, ils voient juste l'opportunité de prendre le contrôle. Alors battez-vous. Comment? Je ne peux même pas me rendre à Paris pour la réunion. Alors on fait venir la réunion ici. Pierre la regarda, surpris. Quoi? Vous convoquez une contre-réunion, ici au château. Vous les forcez à venir vous voir, à vous affronter en face. Vous leur montrez que vous êtes toujours capable de penser, de décider, de diriger. C'était audacieux, risqué, mais c'était peut-être la seule chance. Ils ne viendront jamais. Ils viendront si vous les obligez. Vous possédez 40% de l'entreprise. Vous avez le droit de demander une réunion sur votre lieu de résidence pour raison médicale. Forcez-les à venir. Montrez-leur que vous n'êtes pas mort. Pierre sentit quelque chose s'allumer en lui, une étincelle qu'il croyait éteinte. Le désir de se battre, de ne pas se laisser dépouiller sans résistance. D'accord, prépare tout. Élise sourit, un sourire de guerrière. Avec plaisir. La réunion fut fixée 2 semaines plus tard. Thomas et les 4 autres membres du conseil d'administration n'eurent d'autre choix que d'accepter, sous peine de voir Pierre contester judiciairement toute décision prise en son absence. Le jour venu, Élise transforma le grand salon en salle de réunion. Elle installa une table ovale, des chaises confortables, prépara du café et des viennoiseries. Elle aida Pierre à s'habiller avec soin. Costume sombre, chemise blanche impeccable, cravate élégante. Il ne pouvait pas bouger, mais il pouvait au moins avoir l'air d'un homme d'affaires, pas d'un invalide abandonné. Thomas arriva le premier, accompagné de Maître Dubois, l'avocat de l'entreprise. Son sourire confiant vacilla légèrement quand il vit Pierre installé en bout de table, le regard dur et déterminé. Les autres membres arrivèrent progressivement. Madame Chevalier, directrice financière, Monsieur Legrand, responsable du développement, Madame Petit, responsable des ressources humaines, et Monsieur Arnoux, représentant des investisseurs. Élise leur servit le café avec une élégance naturelle, puis se retira discrètement dans un coin de la pièce, prête à intervenir si Pierre avait besoin d'aide. « Messieurs, mesdames, » commença Thomas avec son assurance habituelle, « merci d'être venus. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais les circonstances l'exigent. Nous sommes ici pour discuter de l'avenir de notre entreprise et malheureusement de la situation de Pierre. Je suis assis juste là, Thomas, » coupa Pierre d'une voix claire. « Tu peux me parler directement. » Un silence embarrassé s'installa. « Très bien, » concéda Thomas. « Pierre, nous sommes tous conscients de la gravité de ta situation. Personne ici ne remet en question tes contributions passées à l'entreprise. Mais soyons réalistes, tu ne peux plus exercer tes fonctions. Les investisseurs s'inquiètent. Les clients posent des questions. Nous avons besoin de clarté, de stabilité. » Ce que Thomas essaie de dire poliment, intervint M. Arnoux, le représentant des investisseurs, c'est que ta condition actuelle constitue un risque pour l'entreprise. Nous proposons un rachat de tes parts à un prix généreux, te permettant de te retirer dignement. « Dignement » répéta Pierre avec un rire amer. C'est un joli mot pour dire « nous voulons te pousser dehors ». « Tiens Pierre, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, dit Madame Chevalier avec une douceur forcée. Nous comprenons que c'est émotionnel pour toi, mais... Émotionnel? La voix de Pierre monta légèrement. Vous voulez me voler l'entreprise que j'ai créée et vous trouvez que je suis trop émotionnel? Personne ne te vole rien, protesta Thomas. On te propose une compensation juste. 40% sous la valeur marchande réelle, d'après mes calculs. Thomas blêmit légèrement. Comment? Parce que je ne suis pas devenu stupide en devenant paralysé, cracha Pierre. J'ai encore un cerveau. J'ai encore ma mémoire. J'ai encore ma capacité de jugement. Les seules choses que j'ai perdues sont mes jambes et mes bras, pas mon droit de diriger mon entreprise. Mais tu ne peux pas physiquement. Comment ça, Madame Petit? Physiquement? Pierre la coupa. Est-ce que Steve Jobs pouvait physiquement construire un iPhone? Est-ce que Stephen Hawking pouvait physiquement écrire ses équations? Le leadership, c'est la vision, la stratégie, les décisions, pas les poignées de main et les déplacements. Il y eut un moment de flottement. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards incertains. Thomas sentit que la situation lui échappait. « Pierre, sois raisonnable. Comment comptes-tu participer aux réunions à Paris? Rencontrer les clients? Représenter l'entreprise? Visioconférence. Représentation par procuration. Délégation stratégique. » Pierre énumérait calmement, comme s'il présentait un business plan. La technologie permet tout ça. Notre propre entreprise vend justement des solutions de travail à distance sécurisées.
Un peu ironique de ne pas croire en nos propres produits, non? Madame Chevalier eut un petit sourire malgré elle. Mais les décisions quotidiennes, insista Thomas, commençant à paraître désespéré. Les décisions quotidiennes seront prises par le directeur opérationnel, ce qui a toujours été ton rôle, Thomas. Mais les décisions stratégiques, la vision à long terme, la protection des intérêts de l'entreprise, ça, c'est mon rôle. Et je peux parfaitement continuer à l'exercer. Et si tu... Thomas cherchait ses mots. Et si ton état s'aggrave, alors nous reparlerons. Mais pour l'instant, je suis parfaitement capable mentalement. Le docteur Arnaud peut en témoigner. J'ai d'ailleurs ici un certificat médical attestant de ma pleine capacité cognitive. Élise s'avança et déposa plusieurs documents sur la table. Pierre avait tout préparé. Monsieur Legrand, qui n'avait encore rien dit, prit la parole. « Pierre, franchement, je respecte ton courage. Mais soyons pratiques. Comment allons-nous expliquer ça aux investisseurs, aux clients, en leur disant la vérité? Que le cofondateur de l'entreprise a eu un accident grave, mais reste pleinement engagé et capable. Que nous croyons en l'adaptabilité et la résilience, les mêmes valeurs que nous vendons à nos clients. » Pierre marqua une pause. « Ou vous pouvez leur dire que vous avez profité de mon handicap pour me voler mon entreprise. À vous de choisir quelle histoire vous voulez raconter. » Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Finalement, Madame Petit prit la parole. « Je pense que Pierre a raison. Nous agissons précipitamment par peur, pas par nécessité. Si Steve Jobs avait été dans notre conseil quand il a eu son cancer, aurions-nous voté pour l'évincer? »« C'est différent, » protesta Thomas faiblement. « Pas tant que ça, » dit Monsieur Legrand pensivement. « La question n'est pas de savoir si Pierre peut marcher ou signer des documents. C'est de savoir s'il peut encore penser stratégiquement. Et cette réunion prouve qu'il le peut. » Thomas regarda autour de la table et comprit qu'il avait perdu. Son coup d'état échouait. « Très bien, » dit-il avec raideur. « Nous reportons la discussion sur la restructuration. Mais Pierre, tu devras prouver que tu peux vraiment continuer à contribuer. »« Je n'ai aucun problème avec ça, » répondit Pierre calmement. La réunion se termina dans une atmosphère tendue, mais sans vote définitif. Les membres du conseil partirent un à un, certains serrant maladroitement la main d'Élise en la remerciant pour son hospitalité. Thomas fut le dernier à partir. À la porte, il se retourna vers Pierre. « Tu as gagné aujourd'hui, mais tu ne pourras pas tenir éternellement. »« Peut-être, » concéda Pierre, « mais je tiendrai assez longtemps pour m'assurer que tu ne voles pas ce que j'ai construit. » Thomas partit sans un mot de plus. Quand la porte se referma, Pierre laissa échapper un long soupir. L'adrénaline qu'il avait maintenue retombait brutalement, le laissant épuisé. « Vous avez été magnifique, » dit Élise en s'agenouillant près de son fauteuil. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. »« Si, vous auriez pu, mais je suis contente d'avoir été là. » Pierre la regarda longuement. « Élise, oui, je t'aime. » Les mots sortirent simplement, sans préméditation. 3 mots qu'il n'avait jamais vraiment dit à personne, même à Camille. 3 mots qui contenaient tout. La gratitude, l'admiration, le désir, la peur, l'espoir. Élise resta immobile, les yeux brillants de larmes. « Vous ne pouvez pas dire ça. » »« Pourquoi ? » »« Parce que vous êtes vulnérable. Parce que je m'occupe de vous. Parce que vous confondez peut-être la dépendance avec. »« Je ne confonds rien, » l'interrompit Pierre fermement. « Je sais exactement ce que je ressens. Je t'aime. Pas parce que tu prends soin de moi, pas parce que tu es la seule qui reste, mais parce que tu es la seule qui m'ait jamais vu vraiment, la seule qui m'ait traité comme un homme, pas comme un portefeuille ou un statut. » Élise pleurait maintenant ouvertement. « Moi aussi je vous aime. » C'était un aveu murmuré, presque inaudible, mais qui changea tout. « Depuis quand ?» demanda Pierre doucement. « Je ne sais pas. Peut-être depuis toujours. Peut-être seulement depuis l'accident. Ou peut-être que l'accident m'a juste permis de l'admettre. » Elle s'approcha encore, posant sa main sur la joue de Pierre dans une caresse infiniment douce. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. « On continue, ensemble, pour aussi longtemps que tu voudras bien rester. Et si je veux rester pour toujours, alors tu me rendras l'homme le plus heureux du monde. » Élise se pencha et posa ses lèvres sur celles de Pierre. Un baiser doux, hésitant, chargé de toute la tendresse accumulée pendant ces mois de soins et de confidence. Quand elle se recula, ils souriaient tous les deux, ce sourire fragile et lumineux des gens qui ont trouvé quelque chose d'inattendu au milieu des ruines. Les semaines qui suivirent furent étranges, un mélange de routine et de nouveauté. Leur relation avait changé, mais pas leur quotidien.
Élise continuait à s'occuper de Pierre et de sa mère, mais maintenant chaque geste était chargé d'une intimité différente. Les repas devenaient des moments de complicité. Les séances de kinésithérapie se transformaient en conversations profondes. Les soirées se passaient devant la cheminée, Élise lisant ou dessinant pendant que Pierre la regardait, savourant simplement sa présence. Madame Laurent observait tout cela avec ses yeux clairs et intelligents. Sa parole revenait progressivement par fragments. Un jour, alors qu'Élise aidait Pierre avec son déjeuner, la vieille femme articula distinctement « Vous, bon, pour elle ». Pierre tourna son fauteuil vers elle. « Vous croyez, Madame Laurent? Elle, heureuse? Première fois. » Élise rougit violemment. « Maman, arrête !» Mais Madame Laurent sourit. Un sourire de travers à cause de la paralysie, mais un vrai sourire. Bien, ensemble. Ce simple verdict, venant de la femme qui connaissait Élise mieux que quiconque, toucha Pierre profondément. Un soir de février, alors que la neige commençait à tomber doucement sur le jardin, Pierre demanda à Élise de l'emmener dans son ancien bureau à l'étage. C'était la première fois qu'il y retournait depuis l'accident. Avec beaucoup de précautions et l'aide d'un monte-escalier qui avait été installé, ils parvinrent au premier étage. Le bureau était exactement comme Pierre l'avait laissé. La grande table en chêne, les bibliothèques remplies de livres techniques et de romans qu'il n'avait jamais le temps de lire, la vue magnifique sur les champs environnants. « Ouvre le tiroir du milieu, dit Pierre. Élise obéit. À l'intérieur, une petite boîte de velours bleu. Ouvre-la. Dans la boîte, une bague ancienne, un saphir entouré de petits diamants, monture en or blanc. C'était la bague de sa grand-mère, la seule personne de sa famille qu'il avait vraiment aimée quand il était enfant. « Pierre, » murmura Élise, la gorge serrée, « je sais que c'est délirant. Je sais que nous sommes ensemble depuis quelques semaines seulement, même si on se connaît depuis des années. Je sais que je ne peux pas t'offrir une vie normale, pas de voyage romantique, pas de danse, pas de... » Sa voix se brisa. « Pas de ce que tu mérites. Mais je peux t'offrir tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Et je peux te promettre que je t'aimerai tous les jours de ma vie, même si ces jours sont limités à regarder le plafond de ma chambre. »« Arrêtez, » dit Élise en pleurant. « Élise Laurent, veux-tu m'épouser ?» Elle le regarda longuement, les larmes coulant librement sur ses joues. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Complètement. Les gens diront que je profite de vous, que je vous manipule pour votre argent. Les gens disent beaucoup de choses stupides. Est-ce que tu m'aimes ? Plus que tout. Alors c'est tout ce qui compte. » Élise prit la bague, la fit glisser à son doigt. Elle allait parfaitement. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je veux vous épouser. » Pierre aurait voulu la soulever dans ses bras, la faire tournoyer, l'embrasser jusqu'à perdre le souffle. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était sourire, un sourire radieux qui illuminait son visage pour la première fois depuis l'accident. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-il doucement. « Non, » répondit Élise en embrassant son front. « On s'est sauvés mutuellement. » 2 semaines après les fiançailles, le docteur Arnaud demanda à voir Pierre pour un examen de routine. Il arriva au château avec une équipe de neurologues du CHU de Rouen. Après plusieurs heures de tests, réflexes, sensations, imagerie, le docteur Arnaud convoqua Pierre et Élise dans le salon pour discuter des résultats. « J'ai une information importante à partager », commença-t-il, son visage inhabituellement grave. « Nous avons détecté quelque chose d'inattendu sur vos derniers scans. La lésion de votre moelle épinière montre des signes de... de réorganisation neuronale. » « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Élise. « Le système nerveux tente de créer de nouvelles connexions autour de la zone endommagée. C'est rare, très rare, mais pas impossible. » Il marqua une pause. « Il existe une intervention chirurgicale expérimentale développée à Lyon. Une technique de neurostimulation combinée à une greffe de cellules souches. Les chances de récupération sont minces, environ 30%, et les risques sont significatifs. » Pierre sentit son cœur s'emballer. Quel genre de récupération ? Dans le meilleur des cas, une mobilité partielle des bras et des mains. Peut-être, avec beaucoup de rééducation, la capacité de vous tenir debout avec assistance. Vous ne remarcherez probablement jamais normalement, mais... Le docteur hésita. Vous pourriez retrouver une certaine autonomie. Le silence qui suivit était assourdissant. Quels sont les risques ? Demanda Élise, toujours pragmatique. L'opération est lourde, 6 à 8 heures sous anesthésie générale. Risque d'infection, de complications neurologiques, même de détérioration de votre état actuel.
et dans 70% des cas, aucune amélioration significative. Pierre regardait par la fenêtre, son esprit tournant à pleine vitesse. « Je peux y réfléchir ?»« Bien sûr, mais si vous décidez de le faire, il faudrait opérer dans les 2 mois. Après, la fenêtre d'opportunité se fermera probablement. » Quand le docteur fut parti, Élise et Pierre restèrent silencieux longtemps. « Tu devrais le faire, » dit finalement Élise. « 30% de chance. C'est 30% de plus que 0. Et si ça empire les choses? Et si je meurs sur la table d'opération ?» Élise vint s'agenouiller devant son fauteuil, prenant sa main inerte dans les siennes. « Alors au moins vous aurez essayé. Vous vous serez battu jusqu'au bout. Je ne veux pas te laisser seul. Je ne serai jamais seul. Vous m'avez déjà donné plus que je n'aurais jamais osé espérer. Mais si vous avez une chance, même minime, de retrouver un peu de votre corps, vous devez la saisir. » Pierre la regarda dans les yeux. « Tu es sûr ? » ?»« Complètement. »« D'accord. » Il prit une profonde inspiration. « Dis au docteur Arnaud que j'accepte. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs, des examens préopératoires, des consultations avec l'équipe chirurgicale de Lyon, des discussions sur les risques et les protocoles de rééducation. Pierre régla également ses affaires, testament mis à jour, procuration légale pour Élise, disposition pour sa mère si quelque chose tournait mal. La veille de l'opération, Madame Laurent demanda à parler seule avec Pierre. Élise les laissa dans le salon, intriguée. La vieille femme avait considérablement récupéré. Elle parlait maintenant en phrases complètes, même si son élocution restait lente et laborieuse. « Pierre, » commença-t-elle gravement, « ma fille vous aime, vraiment. Je sais, et je l'aime aussi. Mais, elle cherchait ces mots. Si opération échoue, si vous mourrez, elle sera brisée. » Pierre sentit sa gorge se serrer. « Je sais. Alors, promettez-moi, vous battre, revenir, pour elle. »« Je promets, Madame Laurent, je me battrai de toutes mes forces. » La vieille femme hocha la tête, satisfaite. « Bien, elle mérite bonheur. Enfin. » Cette nuit-là, Élise dormit dans le lit médicalisé à côté de Pierre, sa main dans la sienne. Ni l'un ni l'autre ne parla beaucoup. Parfois, les mots sont insuffisants face à la peur. Au petit matin, l'ambulance arriva pour transporter Pierre à Lyon. « Je t'aime, » murmura Élise en embrassant son front. « Je t'aime aussi, je reviendrai. »« Je sais. » Mais dans ses yeux, Pierre vit la terreur qu'elle essayait de cacher, la peur de le perdre, la peur que cette opération soit leur dernière chance ou leur dernière erreur. Alors que l'ambulance s'éloignait du château, Pierre regarda par la fenêtre arrière. Élise se tenait sur le perron, sa silhouette devenant de plus en plus petite. Il grava cette image dans sa mémoire, cette femme extraordinaire qui avait transformé sa mort vivante en vie véritable. Et il se jura que, quoi qu'il arrive, il se battrait pour revenir vers elle. L'opération devait durer entre 6 et 8 heures. Élise avait fait le trajet jusqu'à Lyon, accompagnée de Madame Laurent qui avait insisté pour venir malgré sa propre fragilité. Elles attendèrent dans la salle réservée aux familles, un espace aseptisé aux murs beiges et aux chaises inconfortables, où le temps semblait s'être arrêté. Élise ne pouvait pas rester assise. Elle faisait les 100 pas, ses mains tremblantes serrant un mouchoir déjà trempé. Chaque fois que la porte s'ouvrait, son cœur manquait un battement, espérant voir apparaître le docteur Arnaud avec de bonnes nouvelles. « Assieds-toi, ma chérie, » dit doucement Madame Laurent depuis son fauteuil roulant. « Tu vas t'épuiser. »« Je ne peux pas, maman. Si je m'arrête, je vais. » Sa voix se brisa. « J'ai tellement peur. »« Je sais. Moi aussi. » Élise s'agenouilla devant sa mère, posant sa tête sur ses genoux comme elle le faisait enfant. « Et si je le perds? Et si c'était la dernière fois que je le voyais conscient ?» Madame Laurent caressa doucement les cheveux de sa fille. « Alors tu auras eu la chance de l'aimer. Vraiment, c'est plus que beaucoup de gens n'ont jamais. Ce n'est pas assez. L'amour n'est jamais assez, ma chérie. On en veut toujours plus, mais Pierre est fort, il va revenir. » 3 heures passèrent, puis 4, puis 5. À la 6e heure, Élise était au bord de la crise de nerfs. Pourquoi cela prenait-il si longtemps? Est-ce que c'était bon signe ou mauvais signe? Enfin, à la 7e heure et 40 minutes, la porte s'ouvrit. Le docteur Arnaud entra, encore vêtu de sa blouse chirurgicale, le visage fatigué mais illisible. Élise se leva d'un bond, le cœur battant si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. « Comment? Comment va-t-il » Le docteur Arnaud s'assit lentement, invitant Élise à faire de même. « L'opération s'est bien passée techniquement.
Nous avons réussi à implanter les électrodes de stimulation et à effectuer la greffe de cellules souches aux endroits prévus. Pierre a supporté l'anesthésie sans complications majeures. Mais, demanda Élise, sentant qu'il y avait un « mais ». Mais maintenant commence la partie la plus difficile. Les prochaines 72 heures sont critiques. Nous devons surveiller les risques d'infection, de rejet, d'œdème cérébral. Et surtout, nous ne saurons pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois si l'intervention a fonctionné. Je peux le voir? Il est en soins intensifs, encore sous sédation. Vous pourrez le voir dans quelques heures, mais il ne sera probablement pas conscient avant demain. Élise hocha la tête, essayant de digérer toutes ces informations. « Docteur », demanda Madame Laurent de sa voix lente, « franchement, quelles sont ces chances ?» Le docteur Arnaud soupira. « Franchement, les statistiques donnent 30% de récupération fonctionnelle partielle, mais Pierre a plusieurs facteurs en sa faveur. Il est jeune, en bonne santé générale malgré la paralysie, et surtout, il a une raison de se battre. » Il regarda Élise avec un sourire fatigué. « Ça compte plus qu'on ne le croit. » Pierre émergea de l'anesthésie par vagues successives. D'abord juste des sons, des bips réguliers, des voix étouffées, le sifflement d'un respirateur, puis des sensations, la pression d'un tube dans sa gorge, la douleur sourde qui irradiait de son cou et de son dos, la sensation d'être lesté, immobilisé encore plus complètement qu'avant. Panique. Il voulait bouger, arracher ce tube, respirer normalement. Mais son corps ne répondait toujours pas. Pire encore, la douleur. Avant l'opération, il ne sentait presque rien en dessous du cou. Maintenant, chaque fibre nerveuse semblait hurler. « Pierre, restez calme. » La voix d'une infirmière ferme mais rassurante. « Vous êtes en soins intensifs. L'opération est terminée. Vous allez bien. Je vais retirer le tube maintenant. Respirez calmement par le nez. » Le retrait du tube fut atroce. Pierre toussa violemment, ses poumons cherchant désespérément l'air. C'est bien, continuez à respirer. Doucement. Quand sa vision s'éclaircit enfin, il vit les néons blancs du plafond, les machines qui l'entouraient, et au bout du lit, une silhouette familière. « Élise ?» Sa voix était un croassement rauque, à peine audible. Elle s'approcha immédiatement, son visage apparaissant dans son champ de vision. Elle avait les yeux rouges, les traits tirés par le manque de sommeil, mais elle souriait. « Je suis là. Vous êtes revenu. Vous avez tenu votre promesse. Ça fait mal. Je sais. C'est normal après une opération aussi lourde. Mais le docteur dit que c'est bon signe. Que vous sentez quelque chose, c'est bon signe. » Pierre voulait lui demander si ça avait marché, s'il pourrait bouger, mais l'épuisement l'emportait déjà. Il sombra à nouveau dans l'inconscience, cette fois naturellement, son cerveau cherchant refuge dans le sommeil. Les jours suivants furent un cauchemar. La douleur était constante, presque insupportable. Les médecins ajustaient les doses de morphine, cherchant l'équilibre précaire entre soulagement et lucidité. Pierre dérivait entre veille et sommeil, incapable de distinguer les rêves de la réalité. Dans ces moments de lucidité, Élise était toujours là. Elle lui parlait du château, de sa mère qui priait pour lui, du printemps qui commençait à éclore en Normandie. Elle lui lisait des passages de ses livres préférés. Elle tenait sa main inerte, même si elle savait qu'il ne la sentait pas. Ou plutôt, qu'il ne la sentait pas encore. Au 5e jour post-opératoire, alors qu'une infirmière changeait ses pansements, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pierre sentit quelque chose. Pas grand-chose. Juste une vague sensation de pression, comme si on touchait sa peau à travers plusieurs couches de tissu. Mais c'était là. Indéniable. Réel. « Attendez, dit-il soudain. Faites ça encore. » L'infirmière, surprise, répéta son geste, appuyant légèrement sur son bras droit. « Je le sens, » murmura Pierre, des larmes coulant sur ses joues. « Je sens votre main. » L'infirmière appela immédiatement le neurologue de garde. On fit des tests, piqûres légères, pression, température. Pierre ne sentait pas tout, loin de là. Mais dans son bras droit et son épaule droite, des signaux commençaient à passer, faibles, confus, mais présents. Quand Élise arriva le soir même et apprit la nouvelle, elle pleura, des larmes de soulagement, d'espoir, de peur aussi. Peur que ce soit éphémère, une fausse promesse. C'est un début, dit le docteur Arnaud avec prudence, un très bon début, mais le chemin sera long. 2 semaines après l'opération, Pierre fut transféré dans l'unité de rééducation intensive. C'était un monde différent,
Pas de machine qui bipait constamment, pas d'odeur de désinfectant omniprésente, mais plutôt une atmosphère de travail acharné et d'espoir têtu. Sa kinésithérapeute principale s'appelait Isabelle, une femme d'une quarantaine d'années au regard déterminé et aux méthodes sans concession. « Monsieur Moreau, dit-elle le premier jour, je ne vais pas vous mentir. Ce qui vous attend est brutal, douloureux, épuisant. Vous aurez envie d'abandonner 100 fois par jour, mais si vous voulez récupérer quoi que ce soit, vous devrez traverser cet enfer. Je suis prêt. On verra. » Les séances commencèrent doucement, des exercices de visualisation, des tentatives pour réveiller les connexions nerveuses. Isabelle plaçait la main de Pierre sur différentes surfaces, lui demandant de se concentrer, d'essayer de sentir. Au début, c'était comme crier dans le vide. Rien ne se passait. Ou plutôt, Pierre ne savait pas si quelque chose se passait parce que son cerveau avait oublié comment interpréter les signaux. Mais progressivement, très progressivement, des sensations commencèrent à émerger. D'abord dans le bras et l'épaule droite, comme lors des premiers tests, puis, miracle absolu, dans quelques doigts de sa main droite. Le jour où Pierre parvint à bouger son index droit, un mouvement minuscule, à peine perceptible mais volontaire, Isabelle elle-même sourit. « Bien, maintenant refaites-le, 100 fois. » Ce fut épuisant. Chaque tentative de mouvement demandait une concentration intense, comme s'il devait réapprendre à parler à son propre corps. Parfois, il réussissait. Souvent, il échouait. La frustration était dévorante. Élise assistait à toutes les séances possibles, encourageant, applaudissant chaque minuscule victoire. Quand Pierre pleurait de frustration parce qu'il n'arrivait pas à plier son coude malgré des heures d'effort, elle était là pour essuyer ses larmes et lui rappeler le chemin parcouru. « Tu as bougé ton doigt, disait-elle. Il y a 2 mois, c'était impossible. Maintenant, c'est réel. Ce n'est pas assez. Ce n'est jamais assez pour toi. Mais c'est déjà énorme. » Les semaines devinrent des mois. Pierre passa de l'incapacité totale à pouvoir bouger partiellement son bras droit, puis à récupérer quelques sensations dans son bras gauche. Il put serrer légèrement des objets dans sa main droite, d'abord une balle en mousse, puis une cuillère, puis un stylo. Le jour où il parvint à écrire son prénom, une signature tremblante, maladroite mais lisible, il pleura comme un enfant. « C'est mon écriture », murmura-t-il en regardant les lettres bancales. « C'est vraiment mon écriture. » Élise encadra cette feuille de papier. Elle l'accrocha dans leur chambre d'hôpital temporaire, comme un trophée, un symbole de l'impossible devenu possible. Mais les jambes restaient inertes. Malgré tous les efforts, toute la rééducation, rien ne se réveillait en dessous de la taille. Les médecins étaient clairs. La récupération se concentrait sur le haut du corps. Probablement qu'il ne marcherait jamais. Pierre devait accepter cette réalité. Un homme qui avait récupéré l'usage partiel de ses bras, mais qui resterait en fauteuil roulant pour toujours. « Je peux vivre avec ça », dit-il un soir à Élise, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis la fenêtre de sa chambre. « Tant que je peux tenir ta main, tant que je peux t'embrasser sans qu'on doive me positionner comme une poupée, c'est suffisant. Tu es sûr ? » « Complètement. » Il tourna son fauteuil pour lui faire face, levant maladroitement son bras droit pour caresser sa joue. Le geste était imparfait, tremblant, mais c'était le sien. « Avant, je ne pouvais rien faire. Maintenant, je peux toucher ton visage. C'est un miracle. » Élise prit sa main, la pressant contre sa joue. « On rentre à la maison ?» « Oui, on rentre à la maison. » 4 mois après l'opération, Pierre fut enfin autorisé à rentrer en Normandie. Le château les accueillit dans la lumière dorée du printemps, les arbres en fleurs, les oiseaux chantant, le jardin explosant de couleurs que Pierre avait cru ne plus jamais pouvoir apprécier pleinement. Madame Laurent les attendait sur le perron, dans son propre fauteuil roulant, mais souriante. Elle aussi avait continué sa rééducation et pouvait maintenant marcher quelques pas avec une canne. « Bienvenue, à la maison », dit-elle lentement mais clairement. Pierre sourit. Cette maison n'était plus sa prison. Elle était devenue un sanctuaire, un lieu de guérison et d'amour. Les jours suivants, Élise et Pierre établirent une nouvelle routine. Pierre continuait sa kinésithérapie quotidienne, maintenant avec Madame Rousseau qui était émerveillée par ses progrès. Il avait aussi commencé à travailler à nouveau, pas à plein temps mais quelques heures par jour, gérant les aspects stratégiques de son entreprise par visioconférence. Thomas avait été progressivement écarté de la direction opérationnelle après qu'une enquête interne avait révélé des irrégularités dans sa gestion. Pierre avait repris le contrôle, pas comme avant, mais d'une manière différente, plus sage, plus humaine.
Un après-midi, alors qu'Élise préparait le thé dans la cuisine, Pierre l'a surpris en roulant jusqu'à elle et en tendant maladroitement un bouquet de fleurs qu'il avait lui-même cueilli dans le jardin. Le geste était imparfait. Plusieurs fleurs étaient tombées en route, mais l'intention était parfaite. « Pour toi. » Élise prit le bouquet, les larmes aux yeux. « Tu les as cueillis toi-même. » »« Avec l'aide du jardinier, mais j'ai tenu les ciseaux. J'ai coupé les tiges. Pas très droit, mais... »« Ah, c'est magnifique !» Elle s'agenouilla devant lui et Pierre put lever ses bras pour encadrer son visage, l'attirer vers lui pour un baiser. C'était encore difficile, ses mouvements restaient limités et imprécis, mais c'était leur baiser, leur geste, leur amour exprimé physiquement, même imparfaitement. « Élise, dit-il quand ils se séparèrent, je veux qu'on se marie. Bientôt. Tu es sûre? Tu veux attendre d'avoir récupéré plus? Non, je ne veux plus attendre. J'ai déjà perdu trop de temps dans ma vie à attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. » Il la regarda intensément. « Mais ce moment, maintenant, avec toi, c'est suffisamment parfait pour moi. » Élise sourit à travers ses larmes. « D'accord, marions-nous. » Le mariage fut célébré 2 mois plus tard, en juin, dans le jardin du château. C'était une cérémonie intime, juste quelques personnes. Madame Laurent, Madame Rousseau, le docteur Arnaud qui était devenu un ami, Isabelle, la kinésithérapeute, et quelques anciens collègues de Pierre qui l'avaient soutenu pendant sa bataille pour garder son entreprise. Pas de Thomas, pas de Camille, pas de tous ceux qui avaient disparu quand Pierre en avait eu le plus besoin, juste ceux qui comptaient vraiment. Élise portait une robe simple mais élégante, couleur crème avec des fleurs sauvages dans ses cheveux. Pierre avait insisté pour porter un costume complet, même si c'était inconfortable dans son fauteuil. Il voulait être l'homme qu'Élise méritait, au moins symboliquement. Le maire du village voisin officialisa l'union sous un arc de roses blanches. Quand vint le moment d'échanger les alliances, Pierre leva sa main droite, ce mouvement qui lui avait coûté des mois de souffrance et d'efforts, et passa l'anneau au doigt d'Élise. Le geste était lent, tremblant, mais déterminé. « Je ne peux pas te promettre une vie facile, » dit-il, improvisant ses vœux. « Je ne peux pas te promettre que je marcherai un jour, mais je peux te promettre que chaque jour, je me battrai pour être l'homme que tu mérites. Je te promets mon amour, ma loyauté, ma gratitude éternelle. Tu as transformé ma mort vivante en vie véritable. Tu m'as appris ce que signifie vraiment être aimé. » Élise pleurait ouvertement en passant l'alliance au doigt de Pierre. « Je te promets d'être ta partenaire, pas ta soignante. Ta femme, pas ton infirmière. » Elle sourit à travers ses larmes, même si je devrais probablement continuer à faire les deux parfois. « Je te promets de t'aimer dans la santé et dans la maladie, dans les victoires et dans les défaites, dans les jours faciles et dans les jours impossibles. » Quand le maire les déclara mari et femme, Pierre utilisa ses 2 bras pour attirer Élise vers lui. Le baiser fut long, profond, chargé de toutes les épreuves traversées, toutes les peurs vaincues, tout l'amour construit pierre par pierre. Les invités applaudirent. Madame Laurent pleurait de joie. Même le docteur Arnaud, d'habitude si professionnel, avait les yeux humides. La réception se déroula dans le jardin, sous des guirlandes de lumière. Pierre avait fait installer une piste de danse, même s'il ne pouvait pas danser. Mais il regarda Élise valser avec sa mère, Madame Laurent s'appuyant lourdement sur sa fille, mais parvenant à faire quelques pas hésitants. 2 femmes qui avaient survécu à leur propre tempête, célébrant enfin un moment de pure joie. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Pierre demanda à Élise de l'emmener au champ de lavande derrière le château. Il avait fait planter ses fleurs quelques mois auparavant, un projet secret qu'il avait planifié avec le jardinier. Quand ils arrivèrent au champ, le soleil déclinait, peignant le ciel en nuances de rose et d'or. Les rangées de lavandes s'étendaient devant eux, un océan violet ondulant sous la brise légère, emplissant l'air d'un parfum enivrant. « C'est magnifique, » murmura Élise. « C'est pour toi, pour nous. » Pierre regarda le champ, puis sa femme. La lavande symbolise la dévotion, la sérénité, la grâce. Tout ce que tu es, tout ce que tu m'as donné. Élise s'agenouilla dans l'herbe près de son fauteuil, posant sa tête sur ses genoux. « Tu sais ce qui est étrange, » dit-elle doucement. « Je pensais que ma vie était finie quand j'ai dû abandonner l'université, que je resterais toujours juste, la fille qui nettoie, qui sert, qui existe en périphérie de la vie des autres. Et maintenant je comprends que la vie n'est pas un plan linéaire. Parfois,
Les détours nous mènent exactement où nous devions être. Elle leva les yeux vers lui. Si je n'avais pas abandonné l'université, je n'aurais jamais travaillé au château. Si je n'avais pas travaillé au château, je ne t'aurais jamais rencontré. Si tu n'avais pas eu cet accident terrible. Ah, on ne se serait jamais vraiment vu, termina Pierre. Exactement. Pierre réussit à lever son bras, caressant maladroitement les cheveux d'Élise. Le geste était toujours imparfait, mais c'était leur geste. Tu as raconté notre histoire un jour, demanda-t-il. La vraie histoire. Quelle histoire? L'histoire d'un homme arrogant qui croyait tout contrôler, jusqu'à ce qu'un accident lui arrache ce contrôle. L'histoire d'une femme invisible qui est devenue la seule personne visible dans un monde qui s'écroulait. L'histoire de deux personnes brisées qui se sont reconstruites ensemble dans un château isolé en Normandie, entouré de champs de lavande. Élise sourit. C'est une belle histoire. C'est notre histoire. Ils restèrent là longtemps, regardant le soleil disparaître derrière les collines, les premières étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Le château derrière eux brillait de 1000 lumières, chaleureux et accueillant. Madame Laurent était à l'intérieur, probablement en train de ranger avec son efficacité retrouvée. Demain, Pierre retournerait à sa kinésithérapie, travaillant pour gagner chaque millimètre de mobilité supplémentaire. Demain, Élise continuerait à jongler entre ses différents rôles, épouse, soignante, fille, partenaire. Demain, ils affronteraient ensemble les défis qui ne manqueraient pas d'arriver. Mais ce soir, dans ce champ de lavande, sous les étoiles naissantes, ils étaient simplement Pierre et Élise, deux personnes qui avaient traversé l'enfer et en étaient ressorties transformées, non pas malgré leurs blessures, mais grâce à elles. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit Pierre doucement. « Quoi ? Avant l'accident, j'avais tout, l'argent, le succès, le pouvoir, mais je n'avais rien qui comptait vraiment. Maintenant, j'ai perdu tellement de choses, mais j'ai tout ce qui compte. » Qu'est-ce qui compte ? Pierre tourna son fauteuil pour lui faire face, ses yeux plongeant dans les siens. Toi, ta mère, cette maison, la capacité de tenir ta main, le privilège de t'aimer et d'être aimé en retour. Il marqua une pause. La paralysie m'a enlevé mon corps, mais elle m'a donné ma vie. C'est étrange, non ? Non, répondit Élise en lui prenant la main. C'est juste humain. Parfois, on doit tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. La nuit était complètement tombée maintenant. Les grillons chantaient dans l'herbe. L'odeur de la lavande s'intensifiait avec la fraîcheur nocturne. Au loin, on entendait le ululement d'une chouette. « On devrait rentrer », dit finalement Élise. « Il fait froid. Encore 5 minutes. » « D'accord, encore 5 minutes. » Mais ils restèrent bien plus longtemps, savourant ce moment de paix parfaite. Car ils savaient tous les deux que la vie était faite de ces instants, pas des grandes victoires ou des drames spectaculaires, mais de ces petits moments de grâce où deux personnes qui s'aiment se trouvent ensemble, en paix, dans un champ de lavande sous les étoiles. Le printemps était revenu au château. Les cerisiers étaient en fleurs, répandant leurs pétales roses comme de la neige sur les allées de gravier. Dans le jardin, Madame Laurent marchait lentement avec sa canne, cueillant des herbes fraîches pour le dîner. Sa récupération avait été remarquable. Elle parlait presque normalement maintenant et pouvait se déplacer de manière autonome. Dans l'ancien salon transformé en atelier, Pierre était installé devant un chevalet adapté. Avec ses mains encore limitées mais fonctionnelles, il peignait. Ce n'était pas parfait. Les lignes tremblaient, les couleurs débordaient parfois. Mais c'était son art, son expression, sa liberté retrouvée. Il travaillait sur une toile représentant le champ de lavande au coucher du soleil. C'était la 15e version qu'il créait, cherchant à capturer exactement la lumière de ce soir-là, le soir de leur mariage. Élise entra dans l'atelier, portant un plateau avec du thé et des biscuits. Elle était enceinte de 4 mois maintenant. Une surprise inattendue que les médecins avaient d'abord jugée impossible, puis miraculeuse. La vie trouvait toujours un chemin. « Comment avance le tableau ?» demanda-t-elle en posant le plateau. « Lentement, mais j'y arrive. » Pierre reposa son pinceau avec précaution, se tournant vers elle. « Tu te sens bien ?»« Fatiguée, mais bien. » Elle s'assit sur le canapé près de lui, caressant son ventre arrondi. « Je pense que le bébé a bougé ce matin. »« Vraiment ? Je crois. C'était comme des papillons, tout petits. » Pierre roula son fauteuil jusqu'à elle, posant maladroitement sa main sur son ventre. Il ne pouvait pas sentir les mouvements du bébé encore, mais juste le fait de toucher, de participer, le remplissait d'émerveillement. « Un enfant, murmura-t-il. Notre enfant. »
Parfois, je me pince encore pour vérifier que je ne rêve pas. Tu ne rêves pas. Élise couvrit sa main de la sienne. C'est notre vie, notre vraie vie. On frappa à la porte de l'atelier. Madame Laurent entra, souriant. Il y a quelqu'un pour vous. Qui? Demanda Pierre, surpris. Venez voir. Intrigués, Pierre et Élise se rendirent au salon principal. Un homme d'une trentaine d'années les attendait, nerveux, tenant une mallette. Monsieur Moreau, je suis Julien Petit, journaliste pour Le Monde. Je fais une série d'articles sur les secondes chances, sur les gens qui ont reconstruit leur vie après des tragédies. Il hésita. Votre histoire m'a été racontée par le docteur Arnaud. Avec votre permission, bien sûr. J'aimerais la partager. Pierre et Élise échangèrent un regard. Pourquoi? Demanda Pierre simplement. Parce que les gens ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de savoir que même quand tout semble perdu, même quand le corps trahit, même quand le monde entier vous abandonne, il y a encore une possibilité de beauté, d'amour, de vie. Pierre réfléchit longuement. Je ne veux pas être un symbole ou une inspiration. Je ne veux pas qu'on romantise le handicap ou la souffrance. Je comprends. Mais, continua Pierre, si notre histoire peut aider ne serait-ce qu'une personne à ne pas abandonner, une seule personne à croire qu'il y a toujours un chemin, alors oui, racontez notre histoire. Julien Petit sourit. Merci. Puis-je vous poser quelques questions? Bien sûr. Ils s'installèrent dans le salon. Le journaliste sortit son enregistreur, ses notes. Mais avant de commencer, il regarda autour de lui, le château chaleureux et lumineux, les fleurs fraîches sur chaque table, les rires qui venèrent de la cuisine où Madame Laurent préparait le dîner, la main de Pierre tenant celle d'Élise. « Puis-je commencer par une question simple ?» demanda-t-il. « Allez-y. Êtes-vous heureux ?» Pierre et Élise se regardèrent. Dans leurs yeux brillait la réponse, évidente et profonde. « Oui, » répondirent-ils ensemble. « Nous sommes heureux. » Et c'était vrai. Pas d'un bonheur parfait, sans défis ou difficultés, mais d'un bonheur authentique, construit sur les ruines de leurs anciennes vies, cimenté par l'amour, la résilience et la compréhension que parfois, les plus beaux cadeaux de la vie viennent emballer dans les pires tragédies. Dehors, le vent faisait onduler les champs de lavande. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Le soleil brillait sur le château qui n'était plus silencieux, mais vibrant de vie, d'espoir et d'amour. Et dans ce château en Normandie, deux âmes brisées avaient trouvé leur guérison, pas en retrouvant ce qu'elles avaient perdu, mais en découvrant ce qu'elles n'avaient jamais su qu'elles cherchaient. L'amour véritable, la rédemption, la maison.